Thank you for joining us today. I'm Annalise Riles. I'm Executive Director of the Northwestern Roberta Buffett Institute for Global Affairs and Associate Provost for Global Affairs here at Northwestern University. Before we begin, I want to extend a special word of thanks to Roberta Buffett Elliott, without whom none of our work here at the Northwestern Buffett would be possible. And I also want to warmly thank the French Consulate and Villa Albertine for their partnership in this event. Today's lecture and discussion will be translated from French to English online and on the screen behind me here through captions, or you will see it in your text, your captions screen on Zoom if you're participating remotely. And we will reserve some time for questions from those who are here with us live. There are microphones here in the front. And so during the question period, I invite you to just come up to the microphone, introduce yourself and your affiliation, and you can ask your question in either French or English. It's a tremendous honor to have here with us today François Hollande, the 21st President of France, to share his perspectives on global affairs. President Hollande was born in Rouen, France, and graduated with a bachelor's degree in law from Panthéon-Assas University, and then attended the École Nationale d'Administration, ENA, and he graduated from ENA in 1980 and entered the prestigious Cour des Comptes, a French administrative court charged with conducting financial and legislative audits of most public institutions, including the national government. President Hollande began his political career in 1981 as a special advisor to newly elected President François Mitterrand. And in 1988, Monsieur Hollande then became a member of the National Assembly. And in 2001, he was elected mayor of Tulle, a position he held until 2008. President Hollande was elected president of the Republic in 2012. President Hollande's presidency was marked by many achievements, including the action he took on climate change. Under his leadership, the Paris Agreement was signed in 2015 in Paris. During his tenure, he also took historic steps to promote social equality by addressing unemployment and legalizing same-sex marriage. Since leaving office in 2017, François Hollande has chaired the foundation France is Committed, which supports initiatives for reinforcing solidarity among French citizens. He's also the author of several books, including most recently Bouleversement pour comprendre la nouvelle donne mondiale, or Upheaval, Understanding the New Global Order. Monsieur Président Hollande, bienvenue à Northwestern. C'est un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui. À vous. Bien, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord remercier Annelise Riles pour l'invitation qu'elle m'a lancée et que j'ai acceptée de venir ici dans cette université Northwestern et de l'Institut Buffett. Je suis heureux de pouvoir m'adresser à des étudiants, mais aussi à des personnalités qui ici anime la communauté française et en premier lieu le consul général de France. Et je viens pour répondre à toutes vos questions à propos d'une situation que vous connaissez, qui est celle du monde. C'est vrai que j'ai écrit un livre au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour expliquer que ce mouvement qui a conduit à la guerre était en fait engagé depuis déjà 10 ans. Toutes les générations, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont vécu des crises, des conflits, des catastrophes, mais il est vrai que depuis 10 ans, il y a une accumulation de bouleversements, puisque nous avons eu en à peine 10 ans une crise économique produite par une crise financière, puis ensuite une crise terroriste, et vous savez que la France a été particulièrement touchée, mais pas seulement la France, puis une crise des réfugiés, qui faisait d'ailleurs suite à ce qui venait de se passer
sur le plan terroriste en Syrie et en Afghanistan. Ensuite, nous avons eu une crise sanitaire, vous aussi, partout dans le monde, avec un virus qui a paralysé la planète. Et il y a une crise climatique qui continue de faire sentir ses effets avec des catastrophes qui se répètent de plus en plus régulièrement. Et enfin, il y a la guerre en Ukraine, sans oublier d'autres conflits en Afrique qui ont aussi des conséquences en termes de migration. Donc, une génération qui a connu autant de crises est forcément bouleversée elle-même, ce qui conduit à nous interroger sur la capacité qu'a la démocratie, qu'ont nos systèmes politiques pour résister à autant d'événements, de catastrophes, de crises, de conflits et de peurs qui naissent inexorablement de ces manifestations. Et toute la question, c'est de savoir qui est le plus résilient, la démocratie ou les régimes autoritaires. Et il est vrai que la guerre en Ukraine a été à la fois un révélateur et un point de basculement. Le révélateur, c'est qu'il y a justement depuis 10 ans une alliance qui s'est nouée entre la Chine et la Russie, entre Xi Jinping et Poutine, une alliance qui n'est pas simplement une coalition d'intérêts, c'est une même défiance à l'égard de ce que nous représentons, la démocratie, et c'est aussi le même rejet de cette organisation du monde dont l'Occident est jugé responsable. Et enfin, c'est la même détestation à l'égard des valeurs que nous pouvons défendre. Cette alliance entre la Chine et la Russie, elle s'est renforcée tout au long de ces dernières années et elle a paru être particulièrement efficace puisque la Chine est devenue la deuxième puissance économique du monde et prétend qu'elle sera même la première d'ici quelques années. Et la Russie qui a pensé qu'elle pouvait être une puissance militaire et une puissance politique et qui s'est réinstallée dans des régions du monde où elle n'était plus présente, le Moyen-Orient, l'Afrique et bien sûr autour de la Russie, la Biélorussie et maintenant l'Ukraine. Donc c'est cette guerre qui permet de comprendre qu'il y a eu là une dynamique qui s'est produite avec l'idée que ces puissances autocratiques pouvaient avancer sans que les États-Unis et l'Europe ne lui portent une résistance sérieuse. Car ces dernières années, il y a eu un retrait des États-Unis de la scène mondiale avec une décision qui a été prise en 2013 par le président Obama de ne pas intervenir en Syrie quand il y a eu l'utilisation des armes chimiques et de ne pas faire non plus une opposition trop forte quand la partie est de l'Ukraine a été détachée du reste du pays par des séparatistes et que la Crimée a été absorbée. Quant à l'Europe, elle a considéré que son principal pouvoir était économique, commercial, et qu'il suffisait d'avoir de bons échanges pour avoir une bonne ambiance internationale. C'était le calcul notamment de nos amis allemands qui pensaient sincèrement qu'en ayant beaucoup d'échanges avec la Russie, y compris sur le plan de l'approvisionnement en gaz, eh bien, la Russie viendrait progressivement vers une forme de démocratie et une responsabilité à l'échelle de l'Europe pour ne pas envenimer les conflits qui existaient jusqu'à présent. Et le même calcul a été fait du côté de la Chine, avec l'idée que la Chine devenant une très grande puissance économique, il y aurait une évolution des mentalités et
une démocratie toute relative qui pourrait éventuellement s'installer. On sait qu'il n'en a rien été. Alors, si la guerre a révélé finalement à la fois les avancées des régimes autocratiques et les imprudences ou les fautes des États-Unis et de l'Europe, il y a eu une accélération des prises de conscience avec la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, il y a une bipolarisation du monde entre d'un côté les démocraties qui soutiennent l'Ukraine et de l'autre les régimes autoritaires, tous les régimes autoritaires qui ont constitué un bloc. Si on veut avoir une image, c'est celle du leader coréen du Nord venant avec le train jusqu'à Moscou, ou en tout cas jusqu'en Russie, et étant reçu comme un véritable chef d'État, tout simplement pour donner les armes dont la Russie a besoin. D'autre part, s'il y a une bipolarisation du monde, d'un côté donc les démocraties, de l'autre les autocraties, il y a un autre monde, c'est-à-dire celui des pays émergents qui ne veulent pas véritablement choisir, ou même s'ils sont amenés à choisir, ne sont pas empressés de rejoindre le camp de la démocratie. Les pays émergents, c'est-à-dire l'Inde, l'Afrique du Sud, les pays latino-américains, et qui veulent reprendre une place dans l'organisation du monde sans s'aligner sur nécessairement l'Occident. Il y a même une montée de contestation de ce que nous avons pu représenter, nous les Européens, la France, de critiques sur le néocolonialisme, sur en réalité une dépendance que nous avons créée sans partager les responsabilités à l'échelle du monde. C'est ce que revendiquent donc les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, qui maintenant s'est élargie à d'autres pays pour revendiquer une place dans l'organisation de la planète. Quelles sont donc les conséquences, et j'en terminerai là pour répondre ensuite aux questions, quelles sont les conséquences de cette nouvelle donne internationale et de tous ces bouleversements? La première conséquence, c'est que les Européens sont maintenant conduits à s'interroger sur leur défense. Ils ont longtemps pensé, ils le pensent encore, que l'Alliance Atlantique, que le lien avec les États-Unis les protège pour longtemps encore des éventuelles attaques qui pourraient venir de la Russie ou de la Chine. Mais ils n'en sont plus vraiment sûrs. En tout cas, certains d'entre eux n'en sont plus convaincus. Est-ce que les États-Unis vont toujours être là pour assurer la protection de l'Europe? Les Européens aussi ont été amenés à revoir leur politique commerciale qui était particulièrement ouverte, notamment pour les produits chinois, et leur politique d'approvisionnement en énergie fossile, c'est-à-dire notamment l'Allemagne, mais aussi la France, qui s'approvisionnait en gaz ou en pétrole venant de la Russie. Donc c'est une nouvelle organisation aussi de ce point de vue qui doit être mise en place. Enfin, la question climatique oblige l'Europe à aller beaucoup plus loin qu'elle ne l'avait pensé, et le fait que les énergies fossiles ont un prix qui ne va cesser de s'élever, pas simplement parce qu'il y a la guerre en Ukraine, mais parce que l'Arabie saoudite et les pays du Golfe et les pays producteurs de pétrole font pression pour que les prix montent, eh bien ça conduit à amplifier le mouvement que nous avions d'ailleurs voulu engager de transition vers la décarbonation de l'économie. Et puis du côté des États-Unis, il y a maintenant un sujet majeur à mesure qu'on va se rapprocher des élections américaines, donc de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que veulent faire les États-Unis? Est-ce qu'ils veulent retrouver leur puissance économique et commerciale et mettre en cause la Chine pour les avantages qu'elle a pu se constituer ces dernières années et aussi empêcher la Chine
de vouloir récupérer Taïwan par la force, et puis délaisser à ce moment-là le continent européen, en considérant que c'est aux Européens d'assurer leur propre sécurité, et même de laisser l'Ukraine finalement assurer elle-même sa sécurité, sa protection, au risque d'être obligé de concéder des territoires à la Russie, ou est-ce que les États-Unis vont continuer à aider l'Ukraine, même si c'est un coût important? Est-ce que les États-Unis vont renforcer l'Alliance Atlantique et assurer donc aux Européens cette solidarité? Est-ce que les États-Unis vont vouloir rester une économie ouverte et ne pas multiplier des mesures protectionnistes? La réponse, ce sont les citoyens américains qui vont la donner. Et on m'interroge souvent pour savoir quand est-ce que la guerre en Ukraine va s'arrêter. On y reviendra sûrement. Eh bien, elle va durer longtemps, sauf si les États-Unis décident qu'il en sera différemment. Ça me coûte en tant qu'Européen de le penser, mais c'est pour beaucoup les électeurs américains qui vont décider de la fin ou de la poursuite du conflit en Ukraine. Pour terminer, bien sûr qu'il y a des menaces qui viennent de l'extérieur, il y a des bouleversements qui ont obligé à changer un certain nombre de nos orientations, à réfléchir à ce que peut être la démocratie demain. Mais la véritable menace, elle n'est pas extérieure aux pays occidentaux, aux pays européens ou à l'Amérique. La menace sur la démocratie, elle est à l'intérieur des pays. C'est de savoir si nous, collectivement, nous, citoyens, nous voulons encore nous engager pour la démocratie. Si nous croyons encore à des valeurs de liberté, de pluralisme, de partage, de solidarité aussi. La question, elle nous est posée si nous voulons nous replier ou rester ouverts à l'égard de l'extérieur. Mais on sait bien la force des populismes, notamment dans ces moments où les bouleversements provoquent des peurs, des angoisses. En Europe en ce moment, et aussi aux États-Unis, c'est l'angoisse de la migration, de ce qui pourrait être un moment, une invasion provoquée justement par les désordres mondiaux. Et puis, il y a la peur de perdre son identité, de ne plus être des vieilles nations qui savaient exactement quels étaient leurs modes de vie, leurs rapports entre les uns et les autres. Et enfin, il y a ce que les réseaux sociaux provoquent, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, des fausses informations, mais aussi une forme de communautarisation de la politique. Donc la vraie question, c'est de savoir si nous voulons encore faire de la politique, si nous croyons en la politique. Car il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de force politique pour l'animer. Voilà pourquoi il est important que nous puissions échanger, que vous puissiez me dire si vous partagez nos inquiétudes, mais aussi si vous avez l'espoir encore chevillé au corps que la démocratie est le meilleur des régimes, à condition que les citoyens en soient eux-mêmes persuadés. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Commençons avec l'agression de la Russie en Ukraine. Dernièrement, vous avez dénoncé l'appel de l'ancien président Sarkozy au compromis sur le territoire. Quel est l'état d'esprit des Français aujourd'hui concernant la guerre en Ukraine? Alors, je me garderais bien de parler de Nicolas Sarkozy ici à Chicago. Même s'il a fait un livre et qu'il s'est exprimé effectivement pour faire apparaître que l'Ukraine n'avait pas de chance parce qu'elle était à côté de la Russie et que ça exigeait d'elle qu'elle fasse des concessions territoriales peut-être, mais aussi en termes de neutralité. La thèse de Nicolas Sarkozy, si je dois la résumer moi-même, c'est que l'Ukraine ne devrait rentrer ni dans l'Union européenne ni dans l'OTAN
pour garder une neutralité et être un pont entre la Russie d'un côté et l'Europe de l'autre. Je pense que cette position, elle est pour l'instant dans les cercles politiques français très minoritaire. Mais ça ne veut pas dire que ce qui a été énoncé par Nicolas Sarkozy ne soit pas pensé par d'autres qui n'osent pas le dire encore. Et notamment l'extrême droite française, qui a été très liée à Poutine, je pense qu'elle est aussi sur cette position. Mais elle n'ose pas le dire parce que, quand même, aujourd'hui, être l'ami de Poutine n'est pas spécialement recommandable pour un Français, mais peut-être pour d'autres. Et donc, les partis qui jusqu'à présent avaient été extrêmement ambigus, voire même relativement connivents avec Poutine, c'est-à-dire l'extrême droite française, une partie de la droite et une partie de la gauche radicale, aujourd'hui se taisent et laissent les conflits durer sans s'exprimer. Mais c'est pour ça que votre question est importante. Si, comme je le crois, la guerre va être longue, il y aura nécessairement, à un moment ou à un autre, une lassitude qui va s'exprimer et une forme d'indifférence à l'égard des images qui, d'ailleurs, sont de moins en moins nombreuses de ce qui se produit en Ukraine. Et il peut arriver un moment où, si les difficultés économiques s'accumulent, inflation, moindre croissance, retour du chômage, il y en aura qui diront bah, finalement, mieux vaut une mauvaise négociation pour l'Ukraine qu'une affreuse guerre qui dure et qui nous fait autant de dommages. Donc pour l'instant, je dirais que cette position est très minoritaire, mais demain, elle peut être davantage soutenue. Mais ce que je crois profondément, et je voulais révéler, c'est que ce sont les électeurs américains qui vont décider de ce que va être la position future de l'Europe et donc de l'Amérique. Donald Trump prétend qu'il est capable de régler le problème ukrainien en un jour, même s'il prenait 2 jours. Ce serait exactement le même résultat, c'est-à-dire de laisser Poutine prendre les territoires qu'il a occupés. Aujourd'hui, il y a 20% du territoire ukrainien qui sont occupés par les troupes russes. Donc, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, on laisse bien sûr la Crimée, on laisse ces 20% du territoire à la Russie, qui les absorbera, et c'en sera fini de la guerre. Les Ukrainiens n'ont pas les moyens tout seuls de la poursuivre avec succès s'ils ne sont plus aidés par les Européens et par les Occidentaux. Et donc, ce serait à ce moment-là la fin du conflit. Qu'est-ce qu'aurait comme conséquence un conflit qui se terminerait ainsi? Ça voudrait dire donc que la force peut l'emporter sur le droit. Nul doute que la Chine se sentirait encouragée pour récupérer Taïwan par la force. En ce moment même, au moment où nous parlons, il y a un conflit qui se produit dans le Caucase entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et on voit bien que le monde ne réagit pas alors que l'Arménie est menacée peut-être dans son existence même. Donc c'est vrai que si l'idée s'installe que c'est par la force qu'on règle les différends entre les États et les ambitions territoriales des uns et des autres, on va à ce moment-là vers une succession de guerres. Et c'est pour ça que l'Ukraine, au-delà de ce qu'elle peut représenter en termes de souveraineté, d'intégrité territoriale, de droit international, les Ukrainiens ne se battent pas simplement pour leurs frontières, ils se battent aussi pour une conception du droit, de la démocratie et de la liberté. C'est la raison pour laquelle il faut les soutenir. Alors, vous avez dit à un moment, je crois, que si un coup de force comme l'invasion de l'Ukraine par Poutine devenait admissible, la planète entière serait déstabilisée. Quel est l'enjeu de cette guerre pour l'Europe? Et pensez-vous que Poutine a déjà déstabilisé l'ordre mondial ou, au contraire, la réponse
du monde est-elle la preuve d'un engagement en faveur du droit international? Je pense que Poutine, pour l'avoir moi-même approché, pensait qu'il n'y aurait pas une réaction à l'invasion qui serait suffisamment forte pour empêcher le succès de l'opération. Il avait donc sous-estimé la résistance des Ukrainiens, d'abord, et sous-estimé ou sous-évalué la capacité qu'ont eu les États-Unis, le président Biden, et les Européens, de manière unie, à répondre à l'agression, sans pour autant déchaîner une guerre mondiale, puisque seuls les Ukrainiens se battent. Il n'y a pas de force étrangère qui soit venue en Ukraine pour faire la guerre à la Russie. Donc, Poutine avait imaginé que la force pourrait l'emporter sur le droit et surtout que les démocraties étaient faibles et qu'elles ne seraient pas en capacité et en volonté de faire une réponse appropriée. Et je pense, malgré tout ce que l'on dit sur son système et son régime, qu'il est beaucoup plus affaibli qu'on le prétend et que lui-même le laisse penser. L'affaire Prigojine, c'est-à-dire, vous savez, cet accident d'avion dû sans doute à un défaut dans l'appareil, est quand même, pour le monde entier, l'aveu d'un régime criminel, mafieux, et ensuite d'une élimination de ce qui était jusqu'à récemment un allié de Poutine, et pas n'importe quel allié, puisque c'est celui qui avait déjà été présent en Syrie, en Afrique, et qu'il était aussi sur le sol ukrainien. Tout à l'heure, j'évoquais la visite du président nord-coréen. C'est une humiliation, malgré tout, pour Poutine. Il sait bien qu'il a affaire à un personnage qui n'est pas fréquentable et qui est même, s'il n'avait pas l'arme nucléaire, il serait risible. Mais donc, il est obligé d'être avec des personnalités internationales, que ce soit en Iran, en Corée du Nord ou ailleurs, qui sont des personnes qui sont reléguées dans le monde. Donc, je pense que le système de Poutine s'est considérablement affaibli et que si la guerre se prolonge, et c'est tout l'enjeu, si la guerre dure, et si les Ukrainiens reconquièrent une partie du territoire, et si l'économie russe, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, est affaiblie suffisamment, eh bien, son système peut s'effondrer. Et quel est votre pronostic concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'UE? L'Union européenne, elle va ouvrir ses portes à l'Ukraine, au moins politiquement. Ça ne veut pas dire que sur le plan des règles économiques, de la concurrence, l'Ukraine sera amenée à rentrer tout de suite dans ce qu'on appelle le marché unique. Mais sur le plan politique, il y a une structure qui a été créée pour plus qu'associer l'Ukraine, pour la faire venir à terme dans l'Union européenne. Dans l'OTAN, c'est autre chose. Je pense que les décisions qui ont été prises au dernier sommet sont justes. L'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'Alliance atlantique tant qu'elle est en guerre, puisque ça signifierait que tous les autres pays seraient obligés d'aller non pas simplement soutenir militairement, mais porter secours et intervenir dans le conflit, directement comme belligérant. Mais après la guerre, surtout si elle se conclut positivement, il est tout à fait probable que l'Ukraine rentrera dans le système atlantique. Je pense que ce sera même nécessaire pour lui assurer des garanties de sécurité pour la suite. Voilà pour l'Ukraine. Je pense que pour Zelensky, c'est déjà une victoire que de savoir que ce qui lui était refusé avant la guerre lui est aujourd'hui offert. Alors, passons maintenant à l'Afrique et l'Océanie. Alors, vous avez suggéré que la Russie a non seulement des ambitions territoriales pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Afrique.
et en particulier par l'intermédiaire de son groupe paramilitaire Wagner. Quelles sont les motivations de Poutine en Afrique? Poutine, il était au KGB, donc il se souvient bien de ce qu'était la position soviétique en Afrique il y a 30 ou 40 ans. Les soviétiques étaient présents en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Niger, donc, selon les présidents qui s'y succédaient, en Angola, au Mozambique, avec de bons rapports avec l'Afrique du Sud. Donc, l'Union soviétique avait une volonté de faire une espèce de contrôle d'un certain nombre de régimes africains pour repousser l'influence occidentale. Qu'est-ce qui a changé depuis? Ce qui a changé, c'est que d'abord, c'est la Chine qui économiquement est très présente en Chine. Et elle est d'autant plus présente qu'elle fait des prêts, souvent d'ailleurs à des conditions qui sont très, très, très onéreuses pour les pays africains, mais elle fait des prêts, elle exploite des matières premières, elle investit dans des équipements et elle considère que l'Afrique peut être une ressource importante si il y a une rareté dans certaines fabrications de produits. Donc la prédation, elle est plutôt du côté chinois. Mais les Chinois ont fait en sorte, avec les Russes, de faire croire aux populations africaines qu'on était venu soutenir en Afrique de l'Ouest. Moi, j'avais même pris cette décision pour le Mali, et ensuite ça a été élargi pour le Burkina Faso, le Niger, etc. Ils ont fait croire aux populations africaines qu'on venait en néocoloniaux pour des intérêts purement économiques, alors que nous avons très peu d'intérêts en Afrique. Et là, je pense qu'il y a eu une naïveté occidentale, c'est de penser que les sociétés africaines n'étaient pas travaillées comme nos propres sociétés par les réseaux sociaux, par les propagandes, par les fake news. Et donc, Wagner, c'est pas simplement une entreprise de sécurité au service de la Russie. C'est pas simplement une entreprise de mercenaires. Wagner, c'est aussi, on l'a découvert avec Prigojine, c'est aussi des méthodes d'influence, des réseaux sociaux, des déstabilisations politiques très, très bien organisées. Et donc, une partie des sociétés africaines ont été très déstabilisées par cette méthode. Alors, la France, à mon sens, est restée trop longtemps en Afrique de l'Ouest sur le plan militaire, et elle s'est trouvée confrontée aux coups d'État qui se sont succédés en Afrique. Alors ça, c'est un problème très compliqué pour la France. Quand il se passe un coup d'État en Afrique, avant, très longtemps avant, ce qu'on appelait la France-Afrique, on intervenait, on rétablissait le président qui avait été renversé par des militaires, ou au contraire, on utilisait les militaires pour renverser. Et ce temps-là est terminé. Donc, aujourd'hui, quand il se passe un coup d'État, on est obligé de demander aux Africains de régler eux-mêmes le problème. Ce qui fait que, vous avez vu au Niger ce qui s'est produit, comme les Africains de la CEDEAO, c'est-à-dire l'organisation de l'Ouest de l'Afrique, n'ont pas voulu intervenir, la France s'est retirée. Si elle se retire, et elle va se retirer de la région, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, les terroristes que l'on avait chassés par l'opération que j'avais moi-même décidée en 2013, eh bien, ils reviennent. Ils vont reconquérir tous les territoires qui ont été perdus par eux. Deuxièmement, ils vont sans doute aller plus loin, peut-être de déstabiliser encore davantage les pays en question. On le voit au Mali, on va le voir au Burkina Faso et au Niger. Et ensuite, ils vont sans doute susciter un courant migratoire important, et donc on va voir des familles ou des hommes qui vont fuir et qui vont aller chercher de l'autre côté de la Méditerranée à être abrités. Donc, ce qui se passe en Afrique est extrêmement grave parce que les Russes peuvent aussi, Poutine
songe, nous déstabiliser par la migration. C'est ce qui s'était déjà passé en 2015 avec la Syrie. C'est-à-dire, ils savent bien que nous sommes vulnérables par les migrations et donc ils peuvent provoquer précisément une déstabilisation, pas simplement de l'Afrique, mais aussi de l'Europe avec le phénomène migratoire. Très intéressant. Donc, les troupes françaises doivent-elles se retirer du Niger? Oui, des pays voisins? elles vont se retirer, mais elles auraient dû se retirer tout de suite d'ailleurs. Là, c'est assez pénible d'ailleurs de voir que après plusieurs semaines, plusieurs mois, avec un ambassadeur qui a été obligé de rester, on fasse partir maintenant et l'ambassadeur et les militaires. Dans ces cas-là, il faut ou intervenir, j'ai dit que c'était pas facile, ou partir. Oui. Mais il n'y a pas de point de synthèse de ce point de vue. On ne peut pas être là et ne pas intervenir. Vous avez déjà répondu un petit peu, mais quelles seront les conséquences pour la région, pour la démocratie et aussi pour la France? En Afrique, nous avions, nous aussi, promu la démocratie. C'était ce que nous considérions, et à juste titre, être demandé aussi par les sociétés africaines de pouvoir disposer elles-mêmes du droit de désigner leurs dirigeants. Mais comme, il faut bien le dire, la démocratie africaine a produit des dirigeants qui ont cédé à de la corruption, à des manipulations, à des détournements de vote, ça ne renvoie pas l'image d'une démocratie comme nous l'espérons. D'où le succès, il faut bien le dire, dans une partie de la société africaine, des coups d'État militaires, jusqu'au moment où ils provoquent du désordre et de la corruption et du sous-développement. Mais voilà, la démocratie ne peut pas être brandie si elle ne s'accompagne pas d'une politique de développement, d'une lutte intransigeante contre la corruption et d'un accompagnement des populations africaines. D'où aussi l'enjeu d'accueillir des étudiants africains, l'enjeu de la formation, l'enjeu de la culture. C'est très important que nous puissions rester, nous, ouverts aux sociétés africaines. Alors, passons maintenant à l'Océanie, où la France et les États-Unis maintiennent des bases militaires et où il y a des critiques parmi les communautés locales sur l'histoire des essais nucléaires des deux pays. Voyez-vous des leçons de cette expérience récente en Afrique, surtout alors que l'importance stratégique de la région augmente, et que doit-on faire maintenant dans l'Océanie? Alors, c'est vrai qu'il y a le dossier nucléaire qui reste un sujet sensible, notamment en Polynésie française et pour les États-Unis, j'imagine, dans d'autres parties de l'Océanie. Nous avons pour partie réglé la question en indemnisant, c'est-à-dire en versant des compensations aux personnes qui avaient pu être touchées par les conséquences des essais nucléaires et aux territoires concernés. Je pense qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout de la reconnaissance d'une responsabilité, même si elle n'est pas totalement démontrée, même s'il y a des évaluations scientifiques qui sont contradictoires. J'ai fait voter donc une loi quand j'étais président pour aller jusqu'au bout de l'indemnisation. Deuxièmement, il faut donner à ces territoires, qui sont des territoires encore assez pauvres, même s'il y a des exploitations minières qui peuvent être parfois rentables, il faut leur donner des conditions de développement. Enfin, ils aspirent à l'indépendance pour nous, Français, aussi bien la Nouvelle-Calédonie que la Polynésie française. Il faut leur faire comprendre, et je crois qu'ils intègrent, que même s'ils aspirent forcément à aussi s'émanciper, ils sont dans un contexte maintenant géostratégique où, même indépendants, ils risqueraient d'être sous pression chinoise ou sous pression, disons, de forces internationales contraires à leurs intérêts. Donc, je pense que de ce point de vue,
les leaders de ces mouvements les plus indépendantistes sont conscients que la situation n'est plus tout à fait la même qu'il y a quelques années et que la zone qu'on appelle Indo-Pacifique est devenue une zone sensible. Alors, les Chinois font un gros effort pour, on le voit bien dans les îles du Pacifique, pour peser sur leurs décisions et sur leurs choix. Mais donc, il faut aussi faire de la diplomatie et montrer qu'on est capable d'aider ces îles, d'aider ces territoires à être capables de se développer et rester proches de nous, indépendants ou pas, mais rester proches de nous parce que c'est leur intérêt. Et donc, de leur assurer aussi une sécurité. Je souhaite vous poser une question plus générale sur le nationalisme populiste aux États-Unis et en Europe, ce que vous avez appelé le patriotisme défensif. En Europe, par exemple, on peut penser aux réponses aux crises des migrants de ces derniers jours et comment faire valoir les arguments en faveur du multilatéralisme face à ce genre de patriotisme défensif. Alors, j'ai fait effectivement une distinction entre le nationalisme offensif des régimes autocratiques et le patriotisme défensif qu'on trouve dans les régimes démocratiques. Je m'explique. Oui. Dans les pays autocratiques, on pense à la Russie, à la Chine, mais pas seulement, la conquête territoriale est encore un élément qui permet aux dirigeants de ces pays-là de susciter un réflexe légitimiste. L'exemple de Poutine est le plus probant, c'est-à-dire, même s'il commet une erreur très grave en envahissant l'Ukraine, il va jouer de toutes les fibres du patriotisme russe pour justifier son acte. Et ça peut, pour une partie de la population, être suffisamment convaincant. Pour la Chine aussi, il y a maintenant un discours très nationaliste, et je pense que pour Taïwan, par exemple, la grande partie de la population chinoise adhère à l'idée que Taïwan, ce qui est d'ailleurs le cas, appartient à la Chine et qu'un acte de force ne serait pas contraire à leur intérêt. Donc ça, et on peut trouver d'autres formes. J'évoquais la Turquie, qui est aussi prise maintenant par la volonté de conquête au nord de la Syrie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, parce que la Turquie a l'idée de retour de l'Empire ottoman. Enfin, donc, il y a un nationalisme expansif, agressif. Dans les pays démocratiques, il n'y a pas de parti d'extrême droite qui veut conquérir, qui prétend qu'il va conquérir une partie des voisins. Aux États-Unis, personne ne veut aller conquérir une partie du Mexique. Madame Le Pen en France ne veut pas conquérir une partie du Luxembourg, de la Suisse ou de la Belgique. Donc, ils ne sont pas du tout, les partis d'extrême droite ou les partis populistes ne sont pas du tout dans un patriotisme d'espaces territoriaux qu'il faudrait conquérir. Non, c'est un patriotisme de repli, c'est-à-dire de faire qu'on s'enferme, on se referme et on se coupe de toute organisation contraignante à l'échelle européenne ou à l'échelle multilatérale. Ensuite, comment on contrecarre ce discours populiste, souverainiste, protectionniste, nationaliste? C'est plus compliqué qu'avant. Lorsque la politique avait des partis pour s'organiser, ou lorsque la politique était relativement canalisée à travers des journaux, des doctrines, des discours qui étaient prononcés, on était sur des logiques de rationalité. Aujourd'hui, c'est plus facile d'être populiste que d'être rationnel. Prenons l'exemple sur l'immigration, c'est plus facile de dire « j'en prendrai pas un de plus » que de dire « il faut faire un choix entre ceux qui sont des demandeurs d'asile et ceux qui sont des migrants ». Donc, dès qu'on est dans la complexité, on a perdu la bataille de la communication. Prenons un autre exemple sur le protectionnisme. C'est plus facile de dire on va relever nos droits de douane ou nos taxes
sur des produits qui sont fabriqués avec des coûts salariaux très faibles, plutôt que de dire on a intérêt à l'échange parce que ces pays-là doivent se développer et nous-mêmes, nous ne pouvons pas produire ce qui n'est plus d'ailleurs fabriqué dans notre propre pays. Donc, le discours populiste, il s'alimente sans qu'il soit besoin de prononcer un discours de construction politique. Il s'alimente simplement par la peur ou s'alimente par le refus, le rejet de tout ce qui peut venir. C'est pour ça qu'en France, pour rester sur le cas français, le parti d'extrême droite, qui aujourd'hui est le premier parti de France, son leader, Madame Le Pen, a pris comme position de ne pas parler. Les politiques, généralement, ils veulent parler. Ils parlent trop, d'ailleurs. Ils pensent qu'en parlant, ils vont convaincre. Non, c'est le contraire. Il faut, quand on est populiste, ne rien dire, parce que si on dit, on va être obligé de proposer, de dire ce qu'on ferait en matière d'immigration, de dire ce qu'on ferait en matière économique pour lutter contre l'inflation. Donc les slogans peuvent suffire pour les partis d'extrême droite. Et les démocrates, eux, ils veulent parler, 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 et à force, ils ne sont plus écoutés. Donc il faut essayer de construire une politique qui puisse à la fois répondre aux peurs, pas les ignorer, mais être capable de susciter de l'espoir et donc d'une ambition collective. Mais c'est plus compliqué, donc. C'est pour ça que les populistes progressent. Je vais prendre un exemple que j'ai découvert ici aux États-Unis. J'ai compris qu'il y avait des grèves ou des conflits dans l'industrie automobile. Joe Biden est allé les voir en disant je comprends que vous voulez être augmenté, et c'est légitime parce que vous êtes des travailleurs, vous méritez d'avoir des salaires qui correspondent à votre qualification. Donc ça, c'est un discours avec des syndicats qu'on peut entendre. Et puis Donald Trump leur a dit mais vous savez, dans 2 ans, il n'y en aura plus un qui aura encore un travail. Donc celui qui fait peur a plus de chances d'être entendu que celui qui essaye de trouver des solutions. C'est pour ça que la bataille entre les populistes et les démocrates, elle doit être sérieusement menée. Elle ne peut pas être menée simplement en disant « attention, ils sont dangereux parce que Donald Trump, il a déjà été au pouvoir. On disait tout à l'heure, une chance pour les démocrates américains, parce qu'ils peuvent dire, oui, on sait ce qu'il a déjà fait. Alors qu'en France, on ne peut pas dire, on sait ce qu'ils ont déjà fait, puisqu'ils ne sont pas encore arrivés au pouvoir. Et pas encore, et j'espère jamais, mais ils ont le bénéfice de ne pas être venus au pouvoir. Alors, comment essayer sur le plan démocratique? Il faut qu'il y ait aussi des clivages politiques. Et quand les clivages politiques s'effondrent, eh bien, c'est entre les extrémistes et les démocrates, mais ça ne suffit pas. C'est pas ça qui va créer de l'enthousiasme, de l'engouement et de l'espérance. C'est pour ça qu'il faut s'y mettre, les uns et les autres, et que la vague populiste, parce que c'est vrai qu'il y a une vague qui a commencé aux États-Unis, qui s'est répercutée dans toute l'Europe, elle va connaître sans doute un point haut, mais après, il faut essayer de le faire retomber. Sinon, il y aura sans doute des atteintes très graves à la démocratie. Ce qu'il faut faire comprendre aux jeunes générations, c'est que la démocratie n'est pas éternelle. Nous, on pensait que la démocratie, c'était le système politique qui était celui du progrès, du développement humain, que les valeurs de liberté, de pluralisme, d'ouverture allaient s'imposer partout dans le monde. Et on a eu plutôt confirmation que c'était vrai quand l'Union soviétique s'est effondrée, que les pays africains aspiraient à la liberté. Mais non, aujourd'hui, on est devant une situation où la démocratie mérite d'avoir des combattants pour la défendre. Sinon, elle peut se fatiguer. Je pense qu'on est dans un système où la démocratie est fatiguée. Et le fait que les partis politiques soient à ce point faibles ajoute encore à cette fatigue.
Enfin, je vais vous poser une toute petite question, une très grande question en fait, sur le changement climatique. Comment évaluez-vous le progrès de la communauté européenne pour la poursuite des objectifs de développement durable et qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer notre progrès? Alors, il y a beaucoup de sujets où on peut être pessimiste et on a raison. Et puis, il y a des sujets qui sont, même s'ils affrontent une réalité qui est très grave, le réchauffement, mais qui sont plus encourageants. En Europe, il y a eu une prise de conscience et des prises de décision, c'est-à-dire que des objectifs ont été fixés, conformes à l'accord de Paris sur le climat, et pour le moment, ils sont plutôt tenus. Pour les voitures thermiques, de les faire disparaître à l'horizon 2035, d'avoir une décarbonation de l'économie, d'avoir transformation de nos modes de construction ou de production, donc, et des énergies renouvelables qui sont maintenant stimulées. Et même sur le nucléaire, qui était une question qui divisait les Européens, qui sont encore contradictoires là-dessus, mais la France avait production nucléaire importante, et ça fait partie de ce qu'on doit faire pour la décarbonation. Donc, l'Europe avance et peut être un exemple pour le reste du monde. Et la prise de conscience, elle est générale quand même. Même dans les régimes autocratiques, le climat, il chauffe. Et c'est pour ça que les populistes sont en très grande difficulté par rapport à la question climatique. Parce que vous pouvez vous enfermer si vous voulez pas de produits chinois, vous pouvez vous enfermer si vous voulez pas d'immigrés, mais vous pouvez pas vous enfermer pour éviter le réchauffement. Ça, c'est très compliqué de mettre des barrières pour dire il va faire moins chaud et il n'y aura pas d'élévation du niveau de la mer. Les glaciers en France ne fondront plus parce qu'il y aura un régime qui l'empêchera. Non, ça, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que la question climatique revient à mettre de l'universel, à mettre du commun dans le destin de la planète. Et à faire que même s'il y a des conflits partout, même si on est divisé, on est tous solidaires de ce qui peut se produire si les catastrophes nous touchent. Et alors, sur les accords de Paris, c'est vrai qu'ils n'ont pas été tous respectés. Mais ce qui est plus grave, c'est que le diagnostic qu'on avait formulé et posé à Paris en 2015 d'un réchauffement de la planète, ce diagnostic est dépassé. C'est que ça va beaucoup plus vite qu'on ne l'avait pensé. Donc, il va falloir faire encore plus d'efforts que ce qui est déjà prévu. Et c'est là que la politique revient. C'est-à-dire comment demander des efforts, c'est-à-dire de moins se déplacer, de moins se chauffer, d'utiliser d'autres sources d'énergie que les gaz et le pétrole, à une population qui souffre déjà sur le plan économique ou sur le plan social, et qui peut être très tentée de choisir là aussi une solution populiste. Les populistes maintenant ne nient plus le réchauffement climatique. Longtemps, ils l'ont fait. Aux États-Unis, Donald Trump, il pensait qu'il n'y avait pas de réchauffement. Et quand il a été élu, j'étais donc encore président, et j'essayais de le convaincre de ne pas déchirer l'accord de Paris. Mais lui, il me disait, mais non, il n'y a pas de réchauffement. Ce qui était déjà quand même surprenant. Mais il me disait, mais de toute façon, l'accord de Paris, c'est un accord qui est favorable aux Chinois. C'était ça son argument. Donc, il faut s'en débarrasser le plus vite possible pour ne pas donner d'avantage aux Chinois. Mais maintenant, c'est plus difficile de dire qu'il n'y a pas de réchauffement. Donc, ils ne vont pas dire ça, les populistes. Ils vont dire, nous n'acceptons pas les mesures qui sont prises pour contraindre la population. Donc, il faut que nous puissions répondre. C'est vrai que ça va être difficile pour faire comprendre et faire des changements dans nos modes de vie, mais on va vous aider. C'est pas le marché, c'est pas simplement la libre concurrence, c'est pas chacun pour soi qui vont nous permettre de trouver les bonnes solutions. On doit les trouver ensemble et redistribuer pour que chacun
puisse s'adapter au changement climatique. So now it's time to hear from all of you. So we'll open up to questions. So if you have a question, please come to the microphone and introduce yourself. And please mention your affiliation also if you can. Yeah. Can I just ask the question? Yes. Okay. Thank you, President Hollande. My name is Irtaza. I'm a first-year MBA student at the Kellogg School of Management. My question is, in light of the war in Ukraine, has the West missed a big opportunity with Iran? Iran's revolutionary motto has always been neither East nor West. And so I see that it tries to strike a more balanced approach in between Russia, China, and the Western axis. Do you feel like rapprochement with Iran has been a missed opportunity? And what do you feel like the future of French-Iranian relations should be, and how the West should handle Iranian nuclear negotiations from here? Alors c'est Sur le rapport entre la France et l'Iran. c'est la place de l'Iran dans la situation géopolitique maintenant avec l'Ukraine. Et Moi, j'étais favorable à ce que nous passions un accord avec l'Iran sur le nucléaire. C'était très important de pouvoir réintégrer l'Iran dans le système mondial et d'éviter que l'Iran puisse avoir la bombe, ce qui aurait des conséquences pour Israël inacceptables. Donc j'ai été très ferme dans la négociation pour que l'Iran renonce à l'arme nucléaire, enfin à l'enrichissement nucléaire, à des fins militaires. Et c'est pour ça que j'étais très malheureux quand Donald Trump a déchiré cet accord. Alors depuis, les choses ont changé aussi en Iran. C'est-à-dire que même si les présidents iraniens n'ont pas grand pouvoir, malgré tout, le président actuel de l'Iran est beaucoup plus conservateur que Rouhani, avec lequel j'étais en discussion. Le régime s'est durci et aujourd'hui, il est un allié des Russes et des Chinois. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sentent pas nécessité de dialoguer, on l'a vu avec l'Arabie Saoudite ou avec les pays du Golfe. Mais l'Iran fait partie de l'alliance des autocraties. Et pour Poutine, l'Iran, c'est le pays qui peut lui fournir des armes dans le conflit ukrainien. Et pour la Chine, l'Iran est un pays qui est en sous-sanction, est un client pour la Chine. Donc il y a un commerce entre Russie, Iran et Chine pour contourner les sanctions et pour faire en sorte que le régime iranien puisse tenir. Qu'est-ce que peut faire la France? On a condamné toutes les répressions qui existent aujourd'hui en Iran. Et quand c'est un sujet pas forcément facile à comprendre aux États-Unis, quand nous, en France, nous interdisons aux jeunes filles d'être voilées quand elles vont à l'école, le régime iranien a dit c'est aussi grave d'empêcher les filles de rentrer à l'école que de circuler dans la rue comme nous le faisons nous en Iran et de les obliger à porter un voile. Donc les Iraniens ont dit, vous voyez, vous êtes aussi répressifs que nous le sommes. Sauf que nous ne tuons pas les manifestants en France, jusqu'à nouvel ordre. Même s'il peut y avoir des incidents graves, mais nous ne tirons pas dans les manifestants. Donc le régime iranien utilise, et ça c'est un phénomène très important, c'est que les réseaux sociaux ont été finalement beaucoup plus déstabilisants pour les démocraties que pour les régimes autoritaires. Nous pensions que les réseaux sociaux, l'Internet, pourraient permettre aux sociétés civiles de ces pays-là de se soulever. C'était ce qu'on avait appelé les printemps arabes, parce qu'il y avait eu ce surgissement grâce aux réseaux sociaux d'une volonté d'émancipation. Qu'est-ce qu'ont fait les régimes autoritaires? Ils ont verrouillé, interdit les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, ils les ont contrôlés entièrement.
En revanche, dans les régimes démocratiques, on le voit bien, les réseaux sociaux sont manipulés, utilisés par les régimes autocratiques. Donc, les réseaux sociaux déstabilisent les démocraties et sont totalement contrôlés par les régimes autoritaires. Et les régimes autoritaires, quand il y a des événements qui se produisent aux États-Unis ou qui se produisent en France, qui sont graves, utilisent ces images pour dire, vous voyez, ça ne va pas dans les pays démocratiques. Je vais vous prendre un exemple. Quand je suis allé en Chine, le président chinois, c'était après ce qu'on avait appelé le mouvement des Gilets jaunes en France. Il m'a dit, oh, ça va très mal en France, vous avez les Gilets jaunes. Je ne pensais pas que le président chinois suivait les informations françaises avec autant de vigilance. Mais ces images-là circulent dans les sociétés pour dire, regardez comment ça va mal dans les démocraties. Et c'est ce que font aussi les Iraniens chaque fois qu'il y a des incidents en France. Alors pourquoi il faut être ferme à l'égard de l'Iran aujourd'hui? Merci. OK. Thank you. Une autre, any more questions? Please. Bonsoir, bienvenue à Chicago. Mon nom c'est Alpha Diallo. J'ai été étudiant à Northwestern. J'ai étudié le droit. Ma question, c'est un rapport de la situation qui se passe au Niger. Je crois que la démocratie, ce n'est pas une valeur occidentale, c'est une valeur universelle. Donc, les jeunes et la population africaine aspirent à la démocratie. Mais si on a des Européens qui sont soutenus par des dictateurs, par des régimes autocrates, comment une population peut agir et risquer sa vie contre ces gens-là? C'est pour cela que je pense que la France est en train de commettre une grave erreur. Parce que vous-même, vous avez dit que la valeur démocratique doit être supportée par le temps. Donc, je ne comprends pas pourquoi la France décide de ne pas prendre l'opportunité qui s'est présentée au Niger pour défendre le régime qui a été démocratiquement élu, et la France a décidé de quitter. Je pense que ça, c'est une grave erreur parce qu'il y a des généraux partout dans les autres pays qui observent. Et si la Russie continue à maintenir les généraux au pouvoir partout dans les pays africains, d'autres généraux vont faire de même parce qu'il est plus facile d'imposer le pouvoir au peuple par en réalisant des armes que en faisant des programmes et devant des mois. Je pense que c'est une erreur et la France doit agir. Alors, je suis heureux que vous puissiez une fois encore rappeler que la démocratie, ce n'est pas une valeur pour des pays qui auraient connu le développement ou qui seraient autour de valeurs occidentales. C'est une revendication légitime de tout peuple que d'être souverain et de décider de son propre avenir dans la liberté. Alors, sur ce qui s'est passé avec les coups d'État, je vous ai dit combien il était difficile pour la France d'agir par la force en Afrique, puisqu'elle est immédiatement accusée de vouloir imposer un système. Mais je suis d'accord avec vous, je pense que lorsqu'il s'est produit le premier coup d'État au Mali, alors qu'il y avait un système institutionnel qui n'était pas parfait, enfin il y avait eu des élections, nous n'aurions pas dû l'accepter. Et donc, nous aurions dû intervenir. On avait tous les moyens de le faire. Dès lors que nous ne l'avons pas fait pour le Mali, nous ne l'avons pas fait davantage pour le Burkina Faso et pas davantage pour le Niger. Au Niger, c'est un président qui avait été élu démocratiquement, qui a été renversé. Et il avait eu aussi à cœur de vouloir lutter contre la corruption et de lutter contre le terrorisme. Et c'est sans doute pour ça qu'il a été renversé. Alors, on a le temps pour une question de plus et je veux juste demander, nous avons des étudiants d'école secondaire et je veux leur donner une opportunité de poser une question. Si
S'ils veulent pas, c'est bon, mais allez-y. Alors, il y a une question là-bas. Oui. Alors, Attendez, une seconde, s'il vous plaît. Allez-y, oui. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Sagé, je suis étudiante à lycée français de Chicago et je suis de spécialité géopolitique et on a étudié votre discours après les attentats de 2015 en France. Donc ma question c'est, pensez-vous que l'Union européenne a suffisamment coordonné sa lutte contre la menace du terrorisme djihadiste après les attentats de 2015? Quand il y a des menaces, on est toujours tenté de les sous-estimer. Nous savions qu'il y avait des menaces qui allaient frapper l'Europe. Et nous, Français, nous ne les sous-estimions pas parce que nous savions qu'il y avait des réseaux qui commençaient à s'organiser. Et quand j'avertissais les Européens, à la fois de la situation qui se produisait en Syrie et de la venue de groupes structurés qui étaient prêts à faire des attentats, il y avait encore un très grand scepticisme. Il a fallu, hélas, que la France fût touchée par les attentats de Charlie Hebdo, puis ensuite l'Hypercacher, puis au mois de novembre, les terrasses et le Bataclan, pour que l'Europe réalise qu'elle était vulnérable. La Belgique a connu des attentats, l'Allemagne a connu des attentats, le Royaume-Uni a connu des attentats, l'Italie aussi. Bon. Donc, il y a eu, après cette période, une très forte coordination, un échange de services qui s'est considérablement amélioré. Je ne dis pas que c'est parfait, mais le système d'information s'est considérablement perfectionné. Et donc, aujourd'hui, le risque, si je peux prendre moi-même ce risque de le dire, le risque, c'est moins un attentat venant par un groupe structuré, comme ça a été le cas pour les attentats du mois de novembre. C'était l'État islamique qui avait préparé les attentats et les attaques. Là, le risque, on l'a vu, ce sont des actes isolés qui peuvent se produire. C'est-à-dire un individu qui utilise une arme et qui tue pour des raisons de fanatisme islamiste son voisin, son professeur, un élu, et c'est ce qui s'est produit. Donc, il faut être toujours extrêmement vigilant, parce que ça, c'est des actes qui sont très difficiles à déceler. Les attentats qui ont eu lieu ces derniers mois ou dernières années sont des attentats avec des individus qui n'étaient même pas identifiés, même pas fichés. Alors que pour les attentats qui ont eu lieu en 2015-2016, c'était des groupes qu'on avait, nous, déjà reconnus, même si on ne savait pas très bien où ils étaient, mais on les connaissait. We'll take the last question here, the gentleman, please. Merci. Merci, Président Hollande, Professor Riley, pour cette opportunité. Moi, je voulais vous poser une question qui, au fond, est à l'intersection des relations internationales et du déclin de démocratie qu'on peut observer, surtout dans les questions sociétales aujourd'hui. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du droit à l'avortement. Si vous faites 50 km au nord, je ne sais pas exactement, mais pas très loin au nord dans le Wisconsin, les femmes se sont vues bien diminuer leur droit à l'accès à l'avortement. Moi, ce que je voulais vous demander, c'est comment on peut avoir des relations internationales qui vont dans le sens de la protection de ces droits fondamentaux pour lesquels beaucoup de gens se sont battus, et qui finalement font ce qu'est la démocratie aujourd'hui, et comment aujourd'hui on peut se retrouver dans des situations où l'Union européenne, avec le président polonais ou le président hongrois, qui peuvent, avec un déni de démocratie, parce que bon, après c'est mon opinion, balayer d'un revers de main des droits fondamentaux qui ont été acquis souvent au prix de la vie de personnes
dans ce cas de figure. Donc, cette intersection-là entre les relations internationales, parce que c'est quand même l'objet de cette conférence, et la protection des droits acquis et des droits fondamentaux sur la question sociétale. Merci. Oui, il y a eu toute une période dans la vie internationale où il y avait des grandes conventions qui étaient adoptées par les États, Convention européenne des droits de l'homme, Convention sur les droits des enfants. Et donc, il y a eu un progrès, dont les Nations Unies étaient souvent à l'origine, qui permettait de faire avancer toutes les sociétés en même temps et de faire que les libertés puissent progresser. Nous ne sommes plus du tout dans cette période. Par exemple, pour l'Union européenne, même si elle s'était bâtie sur un principe économique, elle était aussi un espace de valeurs, de principes, de politiques partagés. Et comme vous l'avez très bien rappelé, aujourd'hui, la Pologne, la Hongrie considèrent qu'ils ne sont plus liés par ces principes-là et que sur la question des droits des femmes, des homosexuels, de l'avortement, d'autres libertés, même de la séparation des pouvoirs, ils n'acceptent plus les règles européennes. Je pense que l'Europe devrait être beaucoup plus sévère, c'est-à-dire que l'Union européenne pourrait mettre des sanctions pour les pays qui, appartenant à cet ensemble, ne respectent pas les principes communs. Néanmoins, il y a même des pays comme l'Italie où l'avortement n'est pas protégé. Même en Espagne, c'est pas aussi simple. Donc, on voit bien qu'il y a des mouvements à l'intérieur de chaque pays qui avancent pour revenir sur des acquis. En France, en ce moment, il y a une démarche pour constitutionnaliser le droit à l'avortement, pour faire en sorte justement qu'il ne puisse pas y avoir de recul. Mais c'est pas sûr d'ailleurs que ça aboutisse. Aux États-Unis, on constate qu'effectivement, il y a, même de la part de la Cour suprême, il y a des décisions qui viennent en recul par rapport à ce qui pouvait être une avancée ou un progrès commun. Je n'ai pas la cruauté de rappeler qu'aux États-Unis, il n'y a pas l'abolition de la peine de mort, qui pourtant est, en Europe en tout cas, un principe acquis. Et donc là, on est dans le droit souverain de chaque pays. Même si on souhaite qu'il y ait une convention qui abolisse la peine de mort partout dans le monde, on voit bien que même des démocraties ne l'acceptent pas. Bon, il faut continuer le mouvement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a ces libertés, ces droits, ils ne sont pas venus de nulle part. Ils sont pas descendus du ciel pour dire voilà comment ça va se passer. Il y a eu des organisations qui se sont mises en mouvement, il y a eu des combats qui ont permis qu'il y ait ces avancées. S'il n'y a plus de combats, s'il n'y a plus de combattants en tout cas, ben, il y aura de moins en moins de liberté. C'est aussi simple que ça. Donc il faut continuer et il faut aussi savoir quels sont les justes combats. Parce que quelquefois, il y a des combats excessifs qui sont tellement minoritaires qu'ils mettent une majorité contre eux. Donc, il faut être capable de mener des combats pour être majoritaire, pour faire bouger l'opinion, et pas pour la braquer. On l'a vu pour la France, en tout cas, quand il y a eu la loi sur le mariage pour tous, pour les personnes donc de même sexe. Je pensais, parce que j'étais candidat et parce que j'avais une idée de mon pays peut-être trop optimiste, en tout cas trop bienveillant. Je pensais que bon, il y aurait sans doute des résistances. J'imaginais pas qu'il y aurait ces manifestations-là qui s'opposent à ce qui était quand même un principe qui allait dans le sens de la liberté et de l'égalité. Donc, il a fallu que nous allions jusqu'au bout et qu'il y ait des femmes et des hommes qui s'engagent. Et résultat, aujourd'hui, plus personne ne remet en cause ce mariage en France. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des reculs à un moment. Donc voilà, il n'y a pas de démocratie sans qu'il y ait d'engagement et pour préserver des acquis et pour en conquérir d'autres. Des sociétés nonchalantes et indifférentes sont des sociétés régressives.
Malheureusement, nous devons terminer sur ce Alors, point très important là. Il y avait une autre question? Les jeunes? On continuera peut-être un instant après, mais Monsieur le Président, pour l'instant, il nous reste à vous remercier très chaleureusement pour venir à Northwestern et partager votre vision avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous.